Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 13 mars 2024. Dans les actualités de ce jour, page sociale pour commencer. Parlons santé. Selon les statistiques du Comité national du sida, 60% des nouvelles personnes diagnostiquées séropositives sont des femmes. On constate également que les victimes de cette maladie sont de plus en plus jeunes et les chiffres ne cessent d'augmenter. C'est une raison pour planifier une stratégie plus acceptable pour le public en matière de prévention des maladies et de sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida. Reportage de Cécile Vin, Onienne Martina et Secha Anjenap. Il y a 14 000 personnes vivant avec le VIH-Sida à Madagascar, selon les dernières statistiques publiées fin 2023. Aucune statistique n'a été publiée depuis, mais on sait qu'il y a actuellement une augmentation des cas. Et selon les explications du responsable du CNLS, les statistiques sont de plus en plus alarmantes. Dans cette optique, le travail de sensibilisation et la lutte contre le VIH-Sida seront élargis dans de nombreux domaines. Ainsi, les centres médicaux du secteur privé font partie des outils qui seront utilisés. On sait aussi que ces derniers ont la préférence des jeunes. Quant à la coopération établie entre le CNLS et le groupement issu du secteur privé aujourd'hui, il s'agit de faciliter la distribution de matériel de lutte contre le VIH-Sida, la sensibilisation, mais aussi la formation. Il s'agit aussi de poursuivre la stratégie de lutte au niveau des universités, ont annoncé les responsables du projet aujourd'hui à Antanmen. Et pour terminer cette page santé, parlons d'action sociale, la distribution massive de copies d'actes de naissance, la dotation de concentrateurs d'oxygène pour l'hôpital mère et enfant d'Amboumianj, la dotation d'aide à 2 enfants malades à la GRA. Ce sont les actions sociales que la députée élue dans le 2e arrondissement de la capitale a organisées aujourd'hui. Il s'agit pour la députée d'apporter des solutions aux maux de la population selon les explications. Reportage sur les images d'Anzara Ranjansu. Cette famille vient de Bekil, un village reculé du pays. L'éloignement est l'une des raisons pour lesquelles cette mère de famille n'a pas pu faire des copies d'actes de naissance de ses 3 enfants. Elle ne connaît même pas l'âge de ses progénitures du fait que ces derniers n'ont pas de copie d'actes de naissance. Cette mère de famille a entendu que la commune procède à une distribution massive de copies d'actes de naissance. Elle a alors sauté sur l'occasion pour le faire. Aujourd'hui, elle est ici pour recevoir les actes de naissance de ses 3 enfants. Outre l'éloignement, la peur d'entrer dans les bureaux administratifs ainsi que l'ignorance des procédures sont parmi les raisons pour lesquelles les parents n'effectuent pas les démarches pour enregistrer leurs enfants à la naissance, souligne le délégué du 2e arrondissement. 680 enfants entre 1 et 17 ans ont alors pu bénéficier de copies d'actes de naissance et qui ont été délivrés aujourd'hui grâce à la collaboration de la commune urbaine d'Antananarivo et l'OIF. La députée élue dans le 2e arrondissement, Lantra Koutmang, est venue assister à la distribution ici à l'EPP Voltar à Batrouk. Par ailleurs, Lantra Koutmang a également apporté les concentrateurs d'oxygène offerts par le président de la République à l'hôpital mère et enfant d'Amboumianj. Ce don est la réponse à une demande de la députée du fait du manque de matériel dans cet hôpital, surtout pour les enfants souffrant de problèmes respiratoires. Dans la foulée, ce matin, l'élu du 2e arrondissement a apporté une aide à la petite fille de 6 ans, victime de violences sexuelles et hospitalisée à la GRA. Une occasion aussi pour cette élue d'apporter aussi une aide à Zouar, un enfant souffrant d'insuffisance rénale et qui doit subir 3 dialyses par semaine. La députée a annoncé que par l'intermédiaire de l'aide d'une ONG, elle prendra en charge les frais médicaux de Zouar pour son évacuation sanitaire. Et dans l'actualité politique de ce soir, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l'État concernant la lutte contre la corruption, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Bureau régional pour l'Afrique de l'Est de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC, a organisé un atelier sur la lutte contre la corruption aujourd'hui à Anoussi. Outre le renforcement de la coopération du gouvernement malagasy avec l'ONUDC, cet atelier a pour but de fournir aux participants les principaux aspects des pratiques de corruption dans les services publics ainsi que les problématiques connexes telles que la fraude, l'abus de pouvoir et les conflits d'intérêts, mais aussi de présenter les principaux éléments de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Et 30 employés du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont été officiellement reçus pour suivre une formation de techniciens forestiers au sein du CNFTF Ingavgeli. La formation durera 18 mois, à l'issue de laquelle ils seront répartis dans les directions régionales de l'environnement. Cette formation continue est une stratégie adoptée par le ministère pour augmenter le nombre de techniciens forestiers, a déclaré le ministre Max Henri Fontaine, afin de concrétiser les 3 grands piliers établis par le président de la République: ressources basées sur le capital humain, promotion de l'industrie et de la formation et de la transformation économique et la bonne gouvernance. Par ailleurs, 30 autres employés seront recrutés pour les aider. La date limite de réception des dossiers des postulants est le 15 mars. Et dans la page économique de ce soir, 50 hôtels et restaurants ont reçu des agréments d'ouverture délivrés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat au cours du mois de février. Plus de 1100 opérateurs touristiques ont rejoint la plateforme de recensement des opérateurs formels selon le rapport du ministère. Fandessena Mireille nous en dit plus. De plus en plus de personnes choisissent aujourd'hui de se lancer dans le secteur de tourisme à Madagascar. Au cours du mois de février, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a déjà accordé 50 agréments d'ouverture à des hôtels et des maisons d'hôtes, mais aussi à des restaurants. L'existence de nombreuses infrastructures touristiques permettra d'accueillir davantage de touristes, selon le rapport du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Selon toujours ce rapport, 1142 opérateurs touristiques enregistrés ont rejoint la plateforme des opérateurs œuvrant dans le secteur formel. Cette plateforme a été mise en place depuis août 2023. Actuellement, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat participe à un événement international en Bulgarie. La participation de Madagascar s'inscrit dans le cadre de l'exploitation du marché de l'Europe de l'Est. Dans un tout autre sujet à présent, étudier en Inde commence à attirer les étudiants car ce pays compte de nombreuses universités qui enseignent la technologie. De nombreux progrès sont également constatés dans la recherche scientifique et dans le domaine médical. Pour aider les jeunes intéressés, il y aura une plateforme où ils pourront directement échanger avec les responsables des universités indiennes. Reportage de Fena Rakotorsoul et Secharan Genasi. L'Inde est un pays avancé en termes de développement technologique, de recherche scientifique et de santé. Le nombre d'étudiants malgaches ayant terminé leurs études est en augmentation et ils sont intéressés à étudier en Inde car ce pays dispose de nombreuses formations. Il est également facile d'obtenir des bourses. Afin de permettre aux étudiants d'obtenir des conseils et des informations directement auprès des responsables des universités en Inde, une rencontre sera organisée pour orienter les jeunes à partir du 15 mars. C'est également l'occasion de s'informer sur les formations et programmes que l'on peut suivre en Inde. 8 universités indiennes participeront à cet événement. Ces universités sont entre autres spécialisées en gestion, business, santé, tourisme, informatique, technologie et mécanique. Dans l'actualité sportive de ce soir, Natasha Razafinjaka a remporté la médaille de bronze aux Jeux africains qui se déroulent à Accra, la capitale du Ghana, en judo dans la catégorie des moins de 48 kg. La judokate Natasha s'est battue avec acharnement pour défendre l'honneur du pays hier. Le point avec Anzara Radonarvel. Les judokas malgaches ont commencé hier à fouler les tatamis lors des 13e Jeux africains qui se déroulent à Accra, la capitale de Ghana. Natasha Razafinjaka, dans la catégorie des moins de 48 kg, a montré son savoir-faire pour défendre l'honneur du pays. Dans le groupe A où elle était au premier tour, elle a affronté la Burkinabé Sinfo Alimata. Natasha a fait preuve d'une magnifique technique et grâce à un nippon, elle a battu ce Burkinabé. En quart de finale, c'est la Tunisienne Bedoui Oumayama qui l'attendait. Natasha a essayé de résister, mais la Tunisienne l'a battue grâce à un nippon. Cette Tunisienne a remporté une médaille d'or dans cette compétition pour les moins de 48 kg. Mais la compétition pour Natasha ne s'est pas arrêtée là, car elle a combattu pour la médaille de bronze. Elle a su corriger ses erreurs, ainsi lors des repêchages. Natasha n'a rien lâché jusqu'à avoir une nette victoire par ippon contre la Botswanaise Babutsi Boto. Une victoire grâce à laquelle elle a obtenu le ticket pour la médaille de bronze. Dans le combat pour la médaille de bronze, elle a été opposée à l'Égyptienne Salem Noura.
Natacha a obtenu une Wazari dans les 2 dernières minutes du match. Elle a su conserver l'avantage d'un point qui lui a permis de s'imposer. Madagascar est 3e en remportant la médaille de bronze grâce à Natacha. Les Jeux africains sont une compétition intense, c'est donc toujours une expérience pour une athlète débutante comme Natacha d'y participer. Outre Natacha, Hyacinthe Angelo est entré dans l'arène hier, mais ce dernier a chuté au premier tour dans la catégorie des moins de 60 kg. Ce soir, Laura, Louv et Fitch seront en compétition. Passons à présent aux actualités internationales. Leonid Volkov, opposant russe en exil et ex-bras droit d'Alexei Navalny, a été violemment agressé hier soir devant son domicile à Vilnius. Une attaque qualifiée de choquante par le gouvernement lituanien. France 24. Une quinzaine de coups, du gaz lacrymogène. Dans une vidéo postée sur Telegram, Leonid Volkov, ancien bras droit d'Alexei Navalny, affirme que l'agression dont il a été victime était typique du mode opératoire des hommes de main de Vladimir Poutine. Après avoir publié des photos de son mari sur X, la femme de Leonid Volkov écrit « Nous sommes à la maison. Le bras de Leonid est cassé et il est toujours incapable de marcher en raison d'une grave contusion causée par des coups de marteau. Nous travaillerons tous encore plus dur, avec encore plus de colère. » Selon le récit de ses proches publié par le site d'opposition russe Medusa, Leonid Volkov a été agressé alors qu'il se garait vers son domicile à Vilnius en Lituanie où il vit en exil. Un homme aurait brisé la vitre de sa voiture avant de l'asperger de gaz lacrymogène puis de le frapper avec un objet contondant. Les autorités lituaniennes ont ouvert une enquête. Les nouvelles concernant l'agression de Leonid sont choquantes. Les autorités compétentes sont au travail. Les auteurs devront répondre de leurs crimes. Depuis la mort d'Alexei Navalny, dont il était chef de cabinet et président de la fondation anticorruption, Leonid Volkov se savait menacé. Comme il le déclarait encore quelques heures à peine avant son agression, dans un entretien aux accents prémonitoires. Notre travail est fait de défis très complexes, de pressions énormes, car nous savons que Poutine ne tue pas seulement des gens à l'intérieur de la Russie, mais aussi à l'extérieur du pays. L'agression de Leonid Volkov intervient à quelques jours de l'élection présidentielle en Russie, dans laquelle Vladimir Poutine est candidat, sans réelle opposition. Et l'amiral Philippe de Gaulle, le fils aîné du général de Gaulle, est décédé à l'âge de 102 ans à Paris, a appris aujourd'hui l'AFP auprès de sa famille. Dans un reportage de France 24. Il y avait d'abord la ressemblance qui sautait aux yeux. Philippe de Gaulle, le fils aîné du général, était en quelque sorte le gardien du temple, le dernier témoin de la légende gaulienne. Mais cet homme, peu connu des Français, né il y a plus d'un siècle, avait sa propre histoire. Combattant de la France libre dès 1940, libérateur de Paris, puis engagé dans la marine pendant 35 ans, il y avait occupé les plus hauts commandements jusqu'au grade d'amiral. Mais Philippe de Gaulle se plaçait toujours néanmoins dans l'ombre du père. Il portait une cuirasse, mais encore faut-il savoir la porter. Mais à l'intérieur, il y a un homme avec sa sensibilité. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à mon père un jour, mais pour quel commander et quelle qualité faut-il? Alors il a dit, évidemment, il faut une volonté, quelquefois terrible, mais il faut d'abord une sensibilité. Depuis 2 ans, l'amiral de Gaulle était pensionnaire de l'Hôtel des Invalides en tant que grand vétéran de la marine. Les visiteurs de cette institution de l'armée ont un peu tous ce matin la même réaction. Un héros très discret qui toute sa vie a fait des choses formidables. Le général de Gaulle ne l'a jamais pistonné, en rien. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais été compagnon de la Libération, par exemple. Non plus. Il a eu un rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale qui aurait mérité qu'il soit compagnon de la Libération. Le fils du général avait connu une carrière politique jusqu'en 2004, discrète elle aussi, et bien sûr fidèle au gaullisme. Pour Éric Ciotti, le patron de l'actuel parti qui s'en réclame, sa vie dédiée au service de la France, dans la marine comme au Sénat, incarne l'exemplarité républicaine. Emmanuel Macron salue un siècle de bravoure française et adresse à sa famille les condoléances de la nation. La semaine prochaine, un hommage national sera rendu à Philippe de Gaulle.
Et après les scrutins de mardi, Joe Biden et Donald Trump ont chacun remporté suffisamment de délégués lors des primaires démocrates et républicaines pour décrocher l'investiture de leur parti cet été. Le match retour entre les deux rivaux se confirme donc. Dans un reportage de France 24. On votait pour les primaires encore une fois ce mardi aux États-Unis et dans plusieurs États, mais concrètement, les résultats qui sont tombés dans la soirée ne feront vraiment pas les gros titres de ce mercredi, et pour cause. Strictement, aucun suspense n'agite ces primaires, pas plus dans le camp démocrate que dans le camp républicain d'ailleurs. Joe Biden est le président sortant, il est candidat à un second mandat, et même si quelques voix se sont élevées dans le parti démocrate, des voix timides pour appeler à ce qu'il étudie au moins l'hypothèse de passer la main, Joe Biden est indubitablement le patron du Parti démocrate et ne risquait pas de voir émerger une quelconque figure alternative qu'il n'aurait pas lui-même désignée. Ces scores en Géorgie sont donc des scores quasi soviétiques qu'il est inutile de commander puisqu'il est face concrètement à personne. Il ne pouvait que gagner. Étrangement, c'est ce qui fait de cette campagne un épisode original de l'histoire de la politique américaine. Donald Trump, qui n'est pas le président sortant, lui, contrairement à ce que pensent bon nombre de ses militants, a bénéficié sensiblement de la même conjoncture. Le Mississippi votait donc, l'État de Washington également, à l'extrême ouest du pays, mais surtout la Géorgie, où le taux de participation inhabituellement faible confirme néanmoins le peu d'attrait des électeurs pour ce scrutin. Et puisqu'il faut bien en trouver une, c'est probablement l'information la plus significative de cet épisode. L'Amérique va choisir ses candidats, mais pour le moment sans beaucoup d'enthousiasme. Un sentiment confirmé également côté démocrate qui enregistre l'expression d'une forme de vote contestataire à travers un nombre élevé de votes blancs. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur ce très bonne soirée sur Viva. Au revoir.